Bon, bah Christophe, du coup, comme je te disais, je suis trop content de discuter avec toi. Alors, je t'avais dit que du coup, ce podcast, c'était un podcast qui parlait de d'arts martiaux, de sport de combat. Mais je voulais vraiment qu'on discute ensemble parce que, bah, comme je t'ai dit, j'ai vu tes performances du coup dans les sports d'endurance. Donc, juste pour en souligner une rapide là en intro, on peut dire que tu as fait l'équivalent de 10 Ironman en 9 jours. Ouais, mon record, c'est 9 jours. Ouais, bon, il y a eu plein d'autres Ironman, double Ironman, triple Oui. Ironman Oui. avant ça. Voilà, donc un DK triathlon, parce que j'ai appris qu'on disait pas un DK Ironman, mais DK triathlon. Donc 10 Ironman en 9 jours. Enfin, moi, je trouve ça complètement fou. Et je suis sûr qu'on peut faire un lien entre bah, voilà, tout l'aspect mental que ça engage de faire cette performance-là et bah, au final tous les autres sports, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est un peu pour ça que je voulais qu'on discute, pour vraiment l'aspect mental et puis aussi bah, pour parler de, bah, voilà, de ces perfs-là, comment est-ce que ça s'est passé et tout ce que Mhm. ça englobe. Bon, après, il y a plus Donc, rapide que moi, hein. il y a plus rapide que toi? Ouais, bien sûr. Le record est tombé, il est à 182 heures. 182 Euh, heures, ça fait quoi? ouais. Ça fait... Ben, ça fait 7 jours et demi. Ouais, bon, après, le but, c'est c'est Non, quand même... non, non, mais c'est... moi l'exploit, c'était pas de faire le DK triathlon. C'était pas ça, moi. Mhm. L'exploit, il est par rapport à tous les problèmes de santé que j'ai eus quand j'étais gamin. Et là, je vois maintenant en vieillissant. Je me dis, je fais de l'apnée du sommeil, j'ai un FOP au cœur, je faisais de l'hypertension, je faisais du rachitisme. Je connais des mecs en sport qui sont très doués, bon, ils ont la classe. Moi, il a fallu que je travaille beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas un état d'esprit d'être fragile, parce que je me suis battu contre ça. Et j'ai fait beaucoup de méditation, de développement personnel. Mais en fait, je vais te donner un exemple. J'ai fait une entorse de la cheville en 2013. Mhm. J'ai dû arrêter le sport pendant 6 mois. J'étais à 18 de tension hors repos. C'est-à-dire que des fois, je me dis, mais avec tous les problèmes que j'ai eus et le fait que bah, j'étais peut-être pas fait pour ça, l'exploit, c'est d'avoir fait le décathlon. Ça, c'est l'exploit, en fait. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'au fond de moi, quand je vois des gars qui sont super doués et tout ça, je me dis, ils ont vraiment de la chance parce que j'aurais pu passer à côté d'une autre carrière, c'est sûr. Mais bon, voilà, j'ai fait 2 DK Ironman, j'ai fait 3 triple Ironman, j'ai fait 12, 10 double Ironman, des Ironman, tout ça. Mais vraiment, avec le recul, vraiment, j'ai une santé qui est pas super. Voilà, c'est ça. Ouais, mais tu dis ça... Bon, alors, je comprends, tu vois, et c'est d'autant plus honorable, mais tu dis ça avec une telle simplicité que... Enfin, moi, je trouve... Là, en ce moment, les sports d'endurance, ça encore plus à la mode, j'imagine qu'il y a Ouais, quelques années. bien sûr. Mais c'est... Enfin, voilà, faut se rendre compte de la performance, déjà, de ce que c'est que de faire un Ironman. Ouais. Et de tout ce que voilà. Bon, tu parlais du coup de ton parcours. Alors moi, déjà dans un premier temps, j'aurais bien aimé savoir bah, comment est-ce que tu commences le sport, quel type d'enfant t'étais et ouais, comment est-ce que tu as commencé Donc, déjà à en, faire du sport. en fait, à l'âge de 16 ans, déjà, visite médicale, hypertension artérielle. Et quand j'étais gamin, j'ai fait du rachitisme. Mes parents, d'ailleurs, mon père, il a été muté dans le sud parce qu'on était en Haute-Marne et à Grenoble et le climat, je l'acceptais pas trop. Donc on allait plus dans le sud. Et donc euh, j'étais un enfant très introverti et j'étais assez cloîtré dans ma chambre et je vivais un peu dans mon monde, quoi. Voilà. Et en fait, le déclic du sport, ça a été quand j'ai commencé à faire du vélo à Chaumont-Haute-Marne. Donc j'y suis passé il n'y a pas longtemps parce que je suis allé voir ma fille qui est hôtesse de l'air en Belgique. Et on est passé à Langres, Chaumont et Langres. Mhm. Et j'ai dit à ma femme, ben, j'avais 12 ans, j'avais un vélo, pas de cuissard, des baskets, rien à manger, pas de casque, pas de téléphone portable. Et à 12 ans, je partais de Chaumont et j'allais à Langres en vélo et je revenais. Il y a combien de Et distance entre les deux? oh, il y a pas beaucoup, hein. Il y a quoi? Il doit y avoir 35 kilomètres. Voilà, je faisais 70 bornes, voilà. Et en fait, euh, c'est là que j'ai appris, que j'ai découvert un peu la liberté, en fait. Je l'ai dit dans un autre podcast, que le moment où je me sens bien, c'est quand je suis assis sur ma machine
parfaitement réglé, que je tourne les jambes à 100 tours minute, et ben j'avais ce sentiment de liberté et d'évasion en fait. Voilà, c'était ça en fait. Et le sport, ça m'a permis de mettre un pansement sur des blessures non soignées à l'époque, attouchement sexuel. Et en fait, le sport, ça a été mon yoga en fait. Ça a été ma méditation. Et donc j'étais un enfant assez chétif et tout. Et petit à petit, c'est le sport qui a fait que je faisais un peu de muscu, des pompes, des trucs comme ça. J'ai commencé aussi à courir. Et petit à petit, j'ai allongé les distances parce que je pouvais pas aller vite en fait. Quand je suis rentré en club de cyclisme à la SPTT Strasbourg, on m'a pas signé ma licence parce que j'avais de l'hypertension artérielle. Et donc le médecin du club, c'était le docteur Ossalter, très bon médecin sportif. Il m'a dit, écoute, tu vas rouler en 42-18. On m'a donné un braquet fixe et à 25 km/h. Et donc, comme je ne pouvais pas aller vite, je suis allé loin. Et c'est comme ça qu'à 16 ans, 17 ans, je faisais 500 bornes en vélo par semaine. Qu'est-ce que tu Voilà. ressentais quand tu essayais d'aller plus vite qu'une certaine distance? Ça te faisait quoi concrètement Rien du tout. Rien. C'est juste que c'était Rien impossible pour toi? parce que quand on est jeune, on a l'âge de ses artères. Quand on est jeune, les artères elles sont extensibles en fait. Voilà, même quand on est âgé. Mais ce qui se passe, c'est que le problème, c'est quand on a de la tension artérielle au repos, eh ben, le cœur il travaille beaucoup parce que comme les artères sont déjà dilatées, il doit beaucoup travailler. Et en fait, à force, ça peut créer des maladies cardiaques, insuffisance cardiaque. Après, quand on est plus âgé, si on a de l'hypertension artérielle, comme on a les artères moins élastiques, ça peut créer des AVC. Mais moi, j'étais jeune, j'avais 16 ans, je ressentais rien. Maintenant, si j'ai un peu de tension artérielle, je vais avoir mal à la tête. Mais à l'époque, je ne sentais rien du tout. Donc, et en fait, en faisant du sport, de l'endurance, mon cœur au repos est descendu. Par exemple, hier, j'étais à 40 au repos hier. Voilà. Battements par Donc, minute? ouais, 40 pulsations, voilà. Mais adolescent, petit à petit, j'ai fait descendre les pulsations de mon cœur. Et petit à petit, ma tension artérielle, elle est redescendue aussi. Voilà. Et je me suis soigné par le sport, en fait. Voilà. Pathologie. Je ressentais rien, pas de douleur, pas de. Rien du tout. Ok. Et comment est-ce que tu commences par le vélo, tu te mets un peu à faire de la course, la Hmm. natation elle s'ajoute à ça naturellement ou c'est Non, comme... non, Non? non, je savais pas nager. Je savais pas nager parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'école, je savais pas nager et le ceinture autour de la taille, colonne parrain sur le plot. Moi, je voulais pas sauter et le maître nageur scolaire m'a balancé dans la flotte et j'ai cru que j'allais me noyer. Et aussi, j'ai eu un simulacre de noyade fait par un ami de mon père dans la mer et, et ça fait que ces traumatismes ont fait que je m'enfermais dans les toilettes quand il y avait cours de natation. Je m'enfermais chez moi et ma mère, elle essayait avec un tournevis d'ouvrir. Et du coup, on m'a dispensé de natation. Et donc en Allemagne, il y a un triathlon, donc c'était à Offenbourg, triathlon, c'était en 1988, qui est organisé. Et arrivé des États-Unis, le triathlon, et en France aussi. Et moi, je vois ce sport et je me dis, je trouvais ça un peu titanesque, quoi. Et je savais pas nager. C'était sous l'appellation Ironman à ce moment-là Non, ou... non, 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 c'était triathlon. C'était l'Ironman arrive en France, mais là c'était un triathlon catégorie A. Il y D'accord, avait ok. 1 km de nage, 40 en vélo, 10 en courant. Moi j'avais 17 ans, donc déjà il fallait avoir 18 ans pour faire ça. Et donc je me suis entraîné pendant un an. J'ai appris à nager seul, la brasse. Donc j'ai fait mon premier triathlon en brasse. Et après j'ai pris des cours et j'ai appris nager le crawl, quoi. Comment t'as fait pour apprendre à nager seul? Tu regardais quoi pour Ben, je te regardais former? rien, hein, il n'y avait pas YouTube, hein. Ouais. Je regardais Des, rien. des livres, je sais Pour pas? ouais, alors non, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans une, c'était pendant les vacances un été. On était parti voir de la famille en Espagne et il y avait une piscine. Mon oncle il avait une piscine et en fait que je me mettais à l'endroit où j'avais pied et petit à petit j'y suis allé comme ça, mais vraiment tout seul parce que j'avais une peur panique de l'eau, vraiment. D'ailleurs maintenant, je nage 38 km en crawl, mais quand je nage la brasse et que je rentre la tête dans l'eau, je ferme les yeux. C'est incroyable. Ça fait 5 ans, je me suis rendu compte de ça. Je me dis, mais quand je nage la brasse, que je rentre la tête dans l'eau, je ferme les yeux. Avec les lunettes, hein.
Ah ouais. Et je remonte la tête, je rouvre les yeux à chaque fois. Pas en crawl, juste en brasse. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est peut-être comme s'il y avait une partie du traumatisme qui était restée, Bien quoi. sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Et donc tu fais ce premier triathlon, pardon. Ouais. Quand est-ce que tu entends parler de l'Ironman du coup? Donc est-ce qu'on peut rappeler les distances du coup de l'Ironman? Donc l'Ironman, c'est né à Hawaï en 78, c'est 3,8 km de natation, 180 vélo, 42 en courant. C'est 3 GI avec Gordon Allaire qui, il y avait un nageur, un cycliste, un coureur à pied qui se demande qui était le meilleur et ils ont dit on n'a qu'à additionner les distances des épreuves qu'il y a à Honolulu et le premier qui réussira sera un Ironman. Moi, j'entends parler de l'Ironman en 1986 et pendant les vacances, je vais à Narbonne et je vais voir le triathlon de la Côte des Roses. Et c'est Serge Lecric qui gagne. Serge Lecric, c'est un ancien militaire du 35e régiment d'artillerie parachutiste, régiment où je vais aller après, justement. Et c'est Serge Lecric qui gagne. Et à l'époque, c'était un catégorie B. Donc il y avait 3 km de nage, 80 en vélo et 20 en courant. Et là, je commence à acheter Triathlète Magazine, fin d'année 80. Mhm. J'avais tous les numéros depuis le premier. Et à l'époque, on s'inscrivait avec un chèque et on envoyait une lettre, quoi. C'était comme ça. Il n'y avait pas Internet et tout ça. Et donc, l'Ironman, c'était le truc, c'était inaccessible. C'était le Graal absolu. Donc, je fais mon premier triathlon en 88. Et là, mon idée, moi, c'était vraiment de faire un Ironman le plus tôt possible. Ouais, c'était ça. Alors, j'ai fait T'avais déjà beaucoup. cette motivation de vouloir te faire un Ironman quand on était à faire je sais pas, de la natation, de la course à pied en Ouais, plus de. ouais, tout, Ouais. tout de suite. T'as eu Tout de suite. directement dès Direct. tes débuts. Direct. Ouais. Et dès que j'ai fait mon Ironman en 97, en 98, il y a eu en 97, il y a eu Fabrice Lucas qui a battu le record du monde du DK. Moi, tout de suite en 98, mon rêve c'était de faire un DK. Tout de suite. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que j'étais pas concentré sur la vitesse. Bien que en distance olympique, en distance sprint, je le tournais en 1 heure. En vélo, je faisais 42 moyenne sur 20 bornes. Course à pied, les 5 bandes, je les tournais en 17-18 minutes et les 750 en 12 minutes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment la longueur. Parce qu'en fait, comme j'étais conditionné à faire du long à l'entraînement, c'était vraiment ce qui mettait une pause dans mon cerveau, en fait. C'était ça. Voilà. Donc après, j'avais pas de problème dans le sens où... Bon, je développais 450 watts au maxi, hein, quand même. J'étais assez puissant. Mais moi, mon but, c'était d'aller loin, quoi. C'était pas d'aller vite. Ok. Donc t'envoies ton chèque par la poste dans une enveloppe. Au Japon, Au Japon, ouais. Ah premier oui, c'était où? Ironman. Oui. Ouais, 97. Donc en fait, je me dis, premier Ironman, je pouvais le faire qu'au mois de juin, parce que j'étais militaire, j'avais des missions, tout ça. Et je me dis, il faut le faire à un endroit qui ait de la gueule. Et donc j'avais incorporé un jeune franco-japonais en Allemagne. Et son père, c'était le numéro 2 d'All Nippon Airways. Donc j'ai dit, tu viens avec moi au Japon pour traduire tout ça. Il me dit oui. Les billets gratos. Et on part au Japon et je fais mon premier Ironman au Japon. Ah, T'avais quel âge? eh ben, c'était 97, j'avais 26 ans. Ok. Ouais, Et comment ça 26. se passe? Bah, ça se passe que l'organisateur, c'est un Américain, il me dit, est-ce que tu veux vivre à la japonaise ou tu veux aller à l'hôtel? Bon, moi, j'aime le sport, mais j'aime aussi rencontrer des gens et la culture, j'adore ça. Ouais. Et j'ai dit, je veux vivre chez des gens. Et je suis allé dans la famille Hashimoto, qui m'ont accueilli, et qui se sont demandé pourquoi je préfère aller chez eux plutôt qu'à l'hôtel, qui pensaient faire que une alimentation. Hein. Donc j'ai mangé des sushis comme j'ai jamais mangé, avec de la baleine, de la pieuvre, tout ça. J'ai bu Ok. du saké avec des paillettes d'or. Il y avait le grand-père qui me servait du saké. Je dormais 4 heures par nuit, quoi. En plus, avec le décalage horaire et tout. Et je leur dis, ça sera un déshonneur de ne pas finir la course. Alors là, je te raconte même pas. Et à la fin, je leur donne la médaille et tout. Voilà, c'était de la folie, quoi. Et donc, ça s'est bien passé. Le truc, c'est qu'il faisait très humide. 90% d'humidité, 40 degrés.
il faisait vraiment très 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 lourd, très humide. Donc la course à pied, ça a été un peu compliqué, ouais, à la fin. Ouais. Tu l'as fait en combien de temps ce premier Je l'ai fait Ironman? en 11h26, Ok. Et anecdotique. ok. Et donc direct après, tu te dis bon bah comment déjà bon j'ai jamais fait d'Ironman ou quoi, mais Ouais. comment est-ce que tu te sens après un Ironman, surtout quand c'est le premier? Et surtout à ce moment-là, parce que j'imagine que les méthodes de préparation étaient différentes, que les méthodes de récupération également. Ouais. Je sais pas. Comment est-ce que se passe ton retour du coup en France après? Nickel, moi ça se passe bien. Non, Ouais. non, je fais ça. Ouais, ben, après, pour te donner un ordre d'idée, par exemple, quand j'ai préparé cet Ironman, j'étais en manœuvre à sweep dans des chars de combat, chars d'artillerie. On avait 2 fois par semaine une demi-journée de repos. Alors, pour m'entraîner, moi par exemple, une fois ce que j'ai fait, c'est que on manœuvrait toute la nuit, on se levait tôt, on se couchait tard. Une après-midi, pendant la journée de repos, il y en a qui dormaient. Moi, je suis allé faire le tour de la circulaire de Suippes, 45 km. Je me suis fait un footing de 45, quoi. Donc en fait, je m'étais vraiment préparé pour du long. Même j'avais fait l'île Lando en vélo, 400 et quelques kilomètres. Je faisais vraiment du très long parce que je pouvais pas m'entraîner régulièrement comme il fallait, quoi. Mais je me sens bien et puis là je me dis il faut passer au truc supérieur. Donc après je fais un 100 km. J'ai fait 100 km de Millau, je fais 100 km de Rognonas. Et puis après, ça a mis du temps parce que je partais beaucoup en mission, mais je fais mon premier double Ironman en 2003. Donc c'est vraiment plus loin. Et à partir de 2003, après là, j'ai pu arrêter. Ouais, t'as envoyé. Mais Ouais. durant voilà, ces premiers Ironman, Ouais. double Ironman, ouais, tu ressens pas de douleur physique? C'est facile, tu veux Ah, dire, mais c'est pour terrible. C'est Ouais. terrible. Ah oui, oui. Ah non, c'est horrible. C'est horrible à Non, quel non. niveau? Bah, la natation, par exemple, un double Ironman, la natation 7 km 600, j'en parle pas. 360 en vélo. Là, si tu veux, quand tu passes les 180 bornes et qu'il te reste 180 en vélo, dans ta tête, tu te dis, ouais, il se passe un truc là. Et après, tu arrives à 270, tu te dis, waouh, il reste encore 90 bornes, quoi, tu vois. Bon, mon record, c'est 12 heures sur 360. Mais au début, je mettais 14 heures à peu près. Donc tu passes 14 heures sur le vélo, et après, tu as 2 marathons derrière, quand même. Tu as 84 bornes derrière, quoi. Donc, donc moi, je me posais pas la question de l'après. Moi, j'étais dans l'instant présent. C'est-à-dire que déjà, terminer une épreuve, déjà, c'était un peu terminer la course. Parce que t'en as tellement marre, des fois en natation, bon, surtout sur 38, Hmm. ou alors sur un triple Ironman, 11 km, bon, t'as mal au bras, tout ça, que tu te dis, si je termine la natation, c'est bon. Enfin, c'est pas bon, parce qu'après, t'as 360 ou 540 en vélo, et à chaque fois, c'est un gros morceau, quoi. Donc, il faut pas penser à l'après, quoi. Mais après, ça devient très mental. Plus vite t'es dissocié, mieux c'est. Ok. Voilà. Donc après le double, tu fais un triple. Je fais un double en Autriche en 2003, on est au mois de mai. Ouais. Et je fais un triple en juillet en Allemagne. Ok. Donc ouais, en plus c'est même pas La si même année. éloigné que ça. Non, Ouais, c'est non, même. non, non. Ok. Et après, en août, je pars au premier championnat du monde de double en Lituanie. Donc redouble Ironman en août. Comment tu Et gères la récupération entre parce que ça doit être hyper, enfin je sais pas, mais tu dois quand même avoir un tu temps manges. de. Tu Tu manges? manges. Ouais, tu manges. Tu manges quoi? Tu manges. Mais- non, mais à C'est quoi ta l'époque, potion magique, Christophe? non, non, non. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as fini un double ou un triple Ironman, pendant une semaine, tu manges et tu maigris. C'est-à-dire que tu puises. Moi, j'avais l'impression que quelque chose m'aspirait par l'intérieur et tu perds 7 à 8 kilos et voilà quoi. Donc, au début, avant 2004, avant que je m'intéresse à la nutrition et micronutrition, Mhm. j'avais pas de stratégie trop nutritionnelle et tout ça. Et après, j'en ai eu une après. Ouais. Mais en fait, comment tu récupères? Ben, déjà, les 15 jours après un double Ironman, tu peux rien faire. T'as les jambes, elles sont détruites. C'est vraiment des micro-lésions musculaires.
et tu traînes une fatigue aussi. Tu es très fatigué pendant 15 jours. Et après, tu reprends doucement par la natation, par les sports portés, par le vélo. Et Mhm. après, tu reprends un peu par la course à pied. Mais c'est. Ouais, tu traînes une grosse fatigue. Ouais. Mais t'as envie d'en refaire un quand tu viens d'en finir un? Parce que je veux Ouais, dire, entre ton non, non, premier non, c'est le double. dernier. Ah non, c'est le dernier. Ouais. Ouais, Mais c'est fou parce que la distance entre, par exemple, là, le double dont tu me parles et le triple qui est en été, bah, au ouais. final, elle est pas si longue que ça, hein. Non, 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 mais au bout d'une semaine, tu passes la ligne, t'as plus envie. Mhm. T'as plus envie. Au bout d'une semaine, t'es content. Et au bout de 15 jours, t'as envie de refaire. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Et bah là, si on rentre directement dans l'exploit, tu vois, du DK, Ouais. comment est-ce que tu te dis que tu vas faire? Parce que, enfin, faut se rendre compte, c'est quand même un truc de fou. Un triple, c'est Un déjà quelque triple, c'est chose. 11,4, 540 et 126. Un triple. Voilà. Et un DK, c'est 38, 1800 et 82. 422. Hmm. C'est énorme. Et enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a un écart énorme quoi entre les deux quand tu le vis vraiment. Donc, C'est plus facile un DK. C'est plus facile c'est qu'un plus triple. facile un DK. Ok. Ouais, entre guillemets. Entre guillemets. Pourquoi? Parce que, en fait, le triple, le quadruple, si tu veux faire un temps, tu dors pas. Moi, mon record, c'est 70 heures. Donc 70 heures sans dormir, ou alors sur le triple, j'avais une tendinite, j'ai fait 52 heures. 52 heures déjà, c'est 2 jours, 2 nuits. Mhm. Donc tu te lèves le matin à 8 heures, tu pars faire 11 km 4. Après, tu es sur le vélo, tu passes toute la nuit sur le vélo. Et le lendemain matin à 10 heures, tu arrives du vélo. Et là, à 10 heures, tu repars pour 126 bornes à pied. Hmm. Et tu redors pas encore. Et le plus dur, c'est le sommeil. Que moi, le DK, ce que j'aimais, c'est que je partais pas faire un DK, je partais faire mon job pour la journée. Voilà. Le minimum syndical. Je rentre dans l'eau à midi. Il faut qu'à minuit, je sois sorti de l'eau, minuit et demi, que j'ai nagé 38 bornes. Et après, je dormais de minuit à 4 heures du matin. Voilà. Rase mémoire, et après, je faisais 400 bornes en vélo par jour. Donc 400 km en vélo par jour pendant 4 jours et demi. Faut y aller quand même. Donc de 4 heures à quelle heure? C'est quoi, 4 attends, c'est heures quoi à la minuit. stratégie? Tu te dis, il faut que. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que t'as une stratégie avant de partir et tu te Ouais, dis, ouais. jour J'ai un 2 plan il de faut course. que. J'ai Voilà. un plan de course. Ouais. Et sur tes jours, tu dois faire une certaine distance, pas plus, pas moins, c'est ça? Moi, en fait, la limite du DK, c'est 14 jours. Il faut que tu sois, en 30 heures, tu sois sorti de l'eau. Et il faut qu'au bout de 10 jours, tu aies fini le vélo et la natation. Mais moi, si tu veux, le premier DK en 2004, comme j'avais fait 4 doubles Ironman avant, j'étais fatigué. Et j'ai su au dernier moment que l'armée de terre me sponsorisait pour aller au DK. Donc je pars au DK et j'ai dit je vais faire 11 jours. Et j'ai fait 10 jours, 23 heures, 45 minutes. Mais le deuxième, j'avais fait un plan de course en connaissant mes capacités et j'avais dit 9 jours et j'ai fait 9 jours. Voilà. Donc j'avais dit tous les jours je dois faire 400 bornes en vélo et après je faisais 105 bornes à pied par jour. Après. Voilà. Ok. Comment tu intègres l'alimentation dans tout ça? L'alimentation, en fait, quand tu te lèves le matin, moi, mon sophrologue, il me donnait, je donne de la marque une Ricoré, et après, je roulais, et je mangeais, et je buvais sur le vélo. Et je me brossais les dents sur le vélo. Et je me lavais pas. C'est-à-dire que pendant 9 jours, ça a poussé, je puais, il faisait 40 degrés, mais c'était une perte de temps, quoi. Donc, si tu veux, tu es sur le vélo, 4 heures du matin, tu te mets en route, tu pédales, on commence à te passer une banane. Après, sur le porte-bidon, j'avais sur le cintre un bidon coupé, tu peux manger des pâtes, un vrai repas, quoi, un vrai petit repas, quoi. Mais tu Mais, pédales ouais, il faut pas s'arrêter, en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est le lièvre et la tortue, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avancer, même pas vite, plutôt que s'arrêter, faire des pauses et essayer de courir plus vite ou de rouler plus vite, mais de toute façon, tu ne pourras pas. Donc Voilà. tu as des variations quand même au niveau de ta vitesse. Tu restes pas constamment à la même allure. Pratiquement, tu restes à la même allure. Pratiquement. Ouais, Ok. ouais, ouais. Il y a que le matin où je me souviens à Hawaï, c'était terrible parce que
j'avais mal aux fesses et la première heure, c'était terrible. Ouais, ça faisait mal. Mais après, je voulais tellement finir que, bah, avec le recul, je me dis que c'était de la folie. Mais on va en Donc, parler justement voilà, de la motivation que tu dois avoir parce que enfin c'est ouais, même j'imagine qu'au bout d'un moment tu dois déconnecter ton cerveau quoi t'es clairement. déconnecté, ouais. Hmm. Mais du coup ouais ton alimentation tu la traques au gramme près, enfin tu dois savoir parce que Non, t'as cramé combien de calories sur 9 jours là. je sais pas, je sais que j'étais à 9 litres d'eau par jour. Et en calories, je devais être à 7-8 000 par jour. Mais après, tu comptes pas le truc, quoi. C'est-à-dire que tu t'as prévu un tout petit repas toutes les 4 heures. Tu bois toutes les 15 minutes. Et voilà, mais tu traques pas les calories, tu les traques pas. Alors elle vient d'où l'énergie? Oui, l'énergie, elle vient des calories, mais après, c'est mental et tu puisses beaucoup dans tes graisses. Mais si tu veux, euh, moi je me souviens une fois, j'ai demandé un hamburger, tu vois. Ouais. Donc, et puis en plus, t'attends le truc, t'as envie d'un hamburger, bon, faut pas trop normalement, mais le hamburger, tu paierais tout l'or du monde, tu vois. Et le mec à Hawaï, il prend la bagnole, il va te chercher l'hamburger. Mais quand tu manges un hamburger, tu souffres tellement et tu l'as digéré direct, quoi. Tu vois, il est passé tout seul, quoi. Tu parles qu'avec le gars de la compétition ou tu parles avec je sais pas ton équipe, de ta famille, comment ça se passe Bah, moi, au niveau de j'avais trois assistants. Le truc, c'est que donc tu es sur un circuit. ouais. C'était un circuit de 1 mile. Donc 1 km 600, ça passe 1800 bornes, hein, 1 km 600. Et à chaque tour, donc, tu as tes équipiers. Et le problème, c'est en vélo, parce qu'en vélo, tu vois, tu es seul pendant 5 jours. Parce que t'as pas le droit de rouler de drafter. Et puis tes équipiers, bah, tu les vois à chaque fois quand tu passes. Et à la volée, tu dis, bah tiens, donne-moi un banane, donne-moi un art. Et en fait, c'est, c'est assez ennuyeux parce que t'es seul pendant 5 jours. La course à pied, c'est pas pareil. Parce que la course à pied, dans la zone de ravitaillement, on peut t'accompagner à pied un petit peu. Donc t'as un échange. Mais en vélo, c'est très très ennuyeux. Et la natation, c'est aussi enfin, c'est Piscine. piscine, En ok. piscine, ouais. Donc à Hawaï, c'était une piscine de 50 mètres. C'était 760 longueurs. Et le deuxième en France, c'était 25 mètres, c'était 1520 longueurs. Voilà. Ouais, donc j'imagine que c'est tout aussi ennuyant, quoi. Ouais, bah, moi je comptais pas, je faisais de l'auto-hypnose. Donc voilà. Donc tu penses à Mais quoi concrètement? tu penses à toute ta vie, mais surtout tu penses que tu as envie que ça se termine rapidement, quoi. C'est ça. Voilà. Et c'est ça constamment, tu te dis, Ouais, ouais, bon. ouais. C'est de la survie, hein. Et comment tu Ouais. luttes contre ça? Le fait que Eh ben, en fait, faut avoir un problème à régler, je pense. Faut pas. Maintenant, je suis soigné de tout ça, tu vois, je suis guéri de tout ça. Mais à l'époque, je voulais prouver à mon père, je voulais, par rapport à mon enfance, plein de choses. Mais tu fais pas ce sport pour le plaisir, quoi. Je vais te dire un truc, mon mentor, vraiment, le gars qui m'a mis à ça, c'est Fabrice Lucas. Il a eu le record pendant 25 ans. Il s'est suicidé l'année dernière. Voilà. Il s'est suicidé l'année dernière. Donc en fait, je dis pas que tous les gars qui font ça, ils ont un problème, mais ouais, moi je suis guéri de tout ça. Tu vois, ça y qu'est-ce est. qu'ils ont en commun, toutes les personnes qui font ça? Si tu devais, avec là l'expérience, avec le dire. Pour moi, les gens que j'ai rencontrés, ils ont, je dis pas tous, hein, mais il y a plusieurs moyens d'échapper à la réalité. Il y a la drogue, l'alcool, et nous, c'était pas notre truc, c'est le sport. C'est-à-dire on s'est un peu défoncé au sport et on a voulu se dépasser pour prouver, pour être différent et pour peut-être masquer certaines choses. Voilà. Donc quand je gratte et que je vois et que je parle, voilà, il y a des gars, ouais, des problèmes personnels, pas mal, ouais. Ouais. Ok.
Tu peux pas C'est t'infliger des choses comme ça en étant. Je dis pas qu'on est fou, parce qu'au contraire, les gens que j'ai croisés avec qui je parlais, c'est des gens justement qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup. C'est pas des Forrest Gump. Forrest Gump, il court, il sait pas pourquoi en fait. Nous, il y a une certaine forme d'absolutisme. hmm, Par exemple, Fabrice, il me faisait penser à Pierre Quinon, il s'est suicidé à 40 ans. Pierre Quinon, champion olympique de perche. Thierry Claverola, tu vois. Il y a beaucoup de sportifs comme ça qui allaient chercher dans le sport une forme d'absolutisme. Et la petite mort du sportif, c'est quand tu ne performes plus et que tu vieillis. Et c'est là que c'est très dur, tu vois. Voilà. Donc en fait, euh, moi, je dis pas que j'ai vu des mecs qui aimaient ce qu'ils faisaient et qui disaient ouais, on s'éclate. Moi, je suis pas maso. Je n'aimais pas, j'aime pas souffrir. Mais cette souffrance, c'était le chemin pour passer la ligne d'arrivée. Maintenant, le mec qui dans le sport te dit ouais, c'est bon, c'est super, je m'éclate pendant un DK, j'en connais un qui disait ça. Lui, il a un problème à régler. Lui, il est vraiment barjot. Moi, je m'amusais pas. Ça me faisait pas plaisir. L'entraînement, c'est intéressant. Mais si tu veux, pendant le DK, moi, le but, c'était. Je voulais faire partie du Gotha, être comme eux, avoir terminé un DK triathlon. Et j'en ai pas gagné. J'ai fini numéro un mondial, mais. Et j'ai gagné par équipe. Mais si tu veux, parce que j'ai jamais voulu gagner, moi. Tu vois. Et ça aussi, ça conditionne une carrière. C'est-à-dire que moi, on m'a éduqué, j'étais quelqu'un de moyen, j'étais faible, nana. Donc j'étais le petit faible. Donc je me suis jamais dit, je vais les battre tous, jamais. Moi, je voulais terminer. Alors je l'ai terminé. Voilà. oh, c'est fort ce que tu dis, hein. Bah, c'est la vérité, mais encore une fois, c'est par rapport à tous les problèmes que j'ai eus de santé et problèmes psychologiques que je suis content d'être arrivé où j'en suis, et surtout par rapport à mes enfants. Parce que j'ai 5 enfants, je suis marié depuis 95 et, euh, et en fait tu montres que la résilience, eh ben, je leur ai montré quand même cet exemple-là, tu vois. Mais c'est sûr que bon, bah, j'ai poussé mon corps, je l'ai poussé, 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 poussé. Ouais. Tu parlais d'auto-hypnose, c'est quoi exactement l'auto-hypnose? L'auto-hypnose, en fait, c'est d'arriver à modifier ta conscience et en fait, tout le monde en fait un peu quand on conduit sur l'autoroute. Tout le monde te dira, ouais, tu as l'habitude de faire un parcours et à un moment, tu te réveilles, entre guillemets, et tu te dis, je suis déjà là, en fait. Et tu te souviens pas par où tu es passé. Ben, l'auto-hypnose, c'est ça, c'est-à-dire que il y a une technique, par exemple en natation, quand je posais le bras droit, je disais quelque chose dans ma tête. Et quand le cycle revenait, je disais autre chose dans ma tête. Voilà, j'avais deux mots spécifiques. Et à force de faire ça, tu rentres en auto-hypnose. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, je nage, je nage, je nage. Donc interdire de me dire le temps et les kilomètres. Qu'il y avait un Lituanien à côté de moi, il lui donnait le temps à chaque 100 mètres. Donc t'imagines le truc, quoi. Moi, c'était interdit. Pourquoi tu Et voulais pas savoir? eh ben parce que moi, je roule sans compteur, sans montre cardiaque, sans montre. C'est justement pour être intemporel. C'est-à-dire que là, je nage et au bout d'un moment, je vois que le soleil il commence à décliner. Et dans ma tête, j'ai nagé 18 km, tu vois. Et je leur dis, je suis à combien? Ils me disent, on ne te dit pas. Ben, je dis, si tu dis pas, j'arrête. Et j'avais nagé 28. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il me resterait plus que 10 bornes à nager. Voilà. Et en fait, pareil, c'est le matin, tu pars à 4 heures du matin, t'as pas de montre cardiaque, t'as pas de compteur, t'as pas de montre, t'as rien. Tu roules, t'as l'impression que t'as roulé 4 heures, mais en fait, il est midi. Et le mec, il t'arrête pour manger un morceau. Ou alors, tu vas aux toilettes. Ou alors, il te donne le sandwich pour midi. Et toi, tu penses que t'as roulé 4 heures, mais t'en as roulé 10 ou 8, quoi. Donc Et en fait, l'idée c'est de fausser sa perception du temps, quoi. c'est ça. Ouais, c'est Et ça. c'est quoi les moyens à l'entraînement? Parce que tu disais que t'aimais bien ça. C'est quoi les moyens techniques que tu mettais en place concrètement, tu vois, pour biaiser ta perception du temps? Eh ben, moi, je faisais de la méditation, de la cohérence cardiaque. Et quand je m'entraînais, même à l'entraînement, je roulais sans compteur, sans rien. Je roulais.
Et des fois, je m'entraînais, je partais au lever du soleil et je roulais jusqu'au coucher du soleil. Et quand tu as fait ça, tu te sens super fort, quoi. Et Tu qu'est-ce que tu vois? fais quand t'as envie d'arrêter, quand c'est comme ça? À l'époque, j'avais pas envie d'arrêter parce que j'avais une force incommensurable. Je arrêtais. À Hawaï, par exemple, j'ai eu des ampoules au pied au bout de 200 bornes en course à pied. J'ai eu les deux poignets, j'avais des débuts d'entorse parce qu'en fait, à chaque tour, il y avait un petit monticule, un gendarme couché, là, un ralentisseur. Et, euh, et en vélo, au bout de 4 jours, j'avais les deux poignets enflés. Et les mecs, ils me disent, mais comment t'as les poignets enflés en vélo? Comment t'as fait? Et moi, je savais pas en fait. Hmm. Et en fait, comme j'avais les mains sur le guidon et qu'à chaque fois, tous les kilomètres 600, je me tapais le truc, mes poignets faisaient clac, 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 clac. Et en fait, j'avais les deux poignets enflés. Et donc, j'ai eu plein de trucs. Et il y a une force qui fait qu'on veut aller au bout. Et c'est un peu. Ouais, c'est fou, quoi. Ouais. Avec le recul, c'est fou. T'as jamais eu, là tu vois, si on parle de ton premier DK Ironman, DK triathlon, t'as jamais eu Ouais. un moment où t'as eu envie d'arrêter? Si, si, plein de Bah fois. alors, bah, qu'est-ce que tu Et fais qu'est-ce quand que tu c'est comme fais? ça? Ben, qu'est-ce que tu Ouais. fais? Ben, en fait, j'arrête, je fais quoi? Donc, j'arrête, je me mets sur le bord de la route, je pleure. Je regarde les autres terminer et j'ai mon billet d'avion dans une semaine et je fais quoi? En fait, plus la distance est grande, plus la distance te dépasse, plus l'objectif est immense et plus tu as cette capacité à être dépassé par l'événement, en fait. C'est-à-dire que moi j'ai abandonné des Alpha Ironman parce que ça me gavait, le système, l'ambiance si tu veux. Mhm. D'Ironman avec la musique, nani nana, bon. Mais en fait, des courses comme ça, j'ai remarqué que plus c'est gros et plus tu vas au bout et tu te transcendes parce que aussi tu es désolidarisé. Donc en fait, euh, pour abandonner, il faut vraiment tomber malade ou se casser quelque chose. Tous les gens qui ont abandonné, par exemple en France, il y avait une américaine, elle a chopé, elle avait 42 fièvres, elle était faible, bon ben voilà, ils l'ont arrêté. Mais j'ai jamais vu personne abandonner de son propre chef. Jamais. Hmm. T'es- 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 T'as envie que ça s'arrête, mais si tu veux, c'est difficile à expliquer. Euh, c'est pas bon ben j'arrête, j'abandonne et tout ça. Et puis en plus, un des cas, ça se prépare depuis voilà des mois et des mois. Ton cerveau il est préparé. Donc non non, j'ai jamais eu l'envie d'abandonner sur un des cas vraiment à m'arrêter. Donc les seules limites enfin, les seules choses qui peuvent te faire arrêter, comme tu dis, c'est vraiment le corps, quoi, qui peut plus, Exactement. mais qui C'est vraiment exactement peut ça. plus. Et Ouais. mais il y a des moments, j'imagine, où tu parles de tes entorses, tu vois, j'imagine qu'il y a eu d'autres choses, les cloques, les ampoules. Je sais pas, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, là c'est bon, je peux plus. Je peux plus. Bah, en fait, on est tellement dans l'absolutisme que, par exemple, en 2004, moi, j'avais pas trop de suivi nutrition et tout ça. À Mhm. un moment, j'ai tous les ganglions qui sont sortis même. Donc, c'est n'importe quoi, hein. À un moment, à pied, j'avais tellement mal au dos que je pouvais plus marcher. C'était comme si on m'avait enfoncé une aiguille dans le dos, tu vois. Et là, il y a un ostéopathe qui m'a remis en place, tu vois. Mais en fait, je crois que même en rampant, j'aurais fini à cette époque-là. J'étais prêt à crever. J'étais prêt à crever sur le vélo, quoi, pour Mais finir. ça, tu le travailles, enfin tu le travaillais pendant ta Non, préparation non, ou non, non. c'est inné, tu Ça, tu penses? l'as ou tu l'as pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Je pense que les gens qui font du DK Ironman, tout ça, là, c'est quelque chose que tu as en toi, intrinsèquement. Tu peux le travailler en plus, mais, mais c'est un peu comme un sprinter. Les fibres blanches, tu les as ou tu l'as pas, quoi. Mais là, c'est pareil, c'est un mental, une abnégation que déjà tu as un peu à la base, quoi. Et qu'est-ce qui fait, hormis l'entraînement physique, tu vois, qu'est-ce qui fait, parce que Mm. bon, j'imagine qu'à un certain niveau, tout le monde s'entraîne pareil. Qu'est-ce qui fait la, comment est-ce qu'on peut
travailler le mental, tu vois, entre deux personnes qui finissent sur le podium, pour qu'il y en ait un qui fasse la différence par rapport à l'autre. Bah après pour travailler le mental, je pense que oui, il faut travailler, faire de la PNL, Donc c'est-à-dire? euh, de la préparation neuro linguistique. Moi, j'en ai fait de la PNL. Euh, il faut. Moi, je faisais beaucoup de visualisation. J'en faisais beaucoup. C'est-à-dire que je me voyais en train, malheureusement pas de gagner, mais en train d'évoluer et que tout se passe bien. Et en fait, il faut faire de la programmation mentale. Voilà. Moi, je pense que ça peut marcher, mais surtout, euh, par rapport au DK, il faut travailler la concentration. Rester concentré sur ce que tu fais. Parce que c'est tellement long que des fois, moi je me souviens en 2004, le cerveau, des fois, il se déconcentre. Et tu as tendance à décélérer peut-être un peu, ou alors vouloir t'arrêter plus souvent pour des petits trucs techniques à la con, quoi. Voilà. Et comment tu la travailles, cette concentration, justement? La concentration, moi je l'ai travaillé avec le programme de Joe Dispenza, donc de cohérence cardiaque. Et Mhm. je l'ai travaillé vraiment avec ça. C'est-à-dire que c'est quand j'ai connu cette méthode que bah, maintenant tous les jours je fais 20 minutes de cohérence cardiaque, de méditation et je fais de la visualisation. Pour plein de domaines, hein, pas que pour le sport. Ouais. Mais moi je la travaille avec ça. La meilleure méthode que je trouve, c'est celle de Joe Dispenza, Tu l'as fait à quel BioWarehead. moment? À quel moment de ta journée? Alors moi je le fais normalement plus en début d'après-midi. Voilà. Mais, ou alors quand je me lève tôt le matin, très tôt le matin. 5 heures, 5 heures. Et elle consiste en quoi concrètement cette méthode? Enfin, je mettrai Concrètement, tout bah, en. t'es assis. Moi, j'ai de la musique, des sons binauraux. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai une montre qui est réglée avec cinq secondes d'inspiration, 7 secondes d'expiration pendant 20 minutes. Et je vais inspirer par le nez, expirer par le nez pendant 20 minutes, donc 5 et 7. Et là, on va désolidariser un peu on va travailler le subconscient en fait. Le conscient c'est 5% de ton cerveau, le subconscient c'est 95%. Et même il m'arrive d'aller rechercher des rêves que j'ai fait il y a très très longtemps. Et aussi, je fais beaucoup de programmation dans par exemple des objectifs, des choses que je veux, et ça finit par arriver. C'est un truc incroyable. Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je trouve ça hyper intéressant ce que tu es en train de dire. Comment tu te On concentres va sur me ton prendre pour un subconscient? fou. Non, non, On va non, me prendre pour un fou. tu peux y aller, il n'y a pas de Le, jugement ici. le futur, il est déjà réalisé. C'est à toi de l'écrire en fait. C'est à toi de le transformer. Voilà. Comment tu te concentres là-dessus? C'est que toi, tu as des objectifs, tu notes sur un carnet et tu sais ce que tu as envie. Ok. Quand tu vas faire cette méditation assez spéciale, tu vas penser à ça si tu veux. Et là, dernièrement, par exemple, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi. Je voulais quelque chose, je voulais que ça arrive, et je l'imaginais que ça arriverait d'une certaine façon. Ben, c'est arrivé d'une autre façon, complètement différente. Et, et je fais aussi depuis peu du voyage astral, de la sortie hors du corps. Mhm. Donc ça, c'est un truc exceptionnel aussi. Et tout le monde sort de son corps quand il dort, 70% des personnes. Mais le faire consciemment, bon, moi j'ai juste réussi à sortir de mon corps et à me voir, si tu veux. Mais c'est hyper impressionnant. Et ça aussi, c'est super intéressant parce que quand on lit, même par exemple les grandes nations comme la Russie, les États-Unis, ils ont des programmes là-dessus pour faire ça, si tu veux, pour tout ce qui est les programmes de la CIA et compagnie, quoi. Donc Hmm. tout ça, c'est un truc qui me fascine et que j'ai travaillé très tôt. Voilà. Tu l'as travaillé. C'est quoi les ressources que tu peux me donner là pour Alors, creuser ce sujet? beaucoup les livres. Et sinon, maintenant sur YouTube, je suis des gars comme Borvo Voyageur, des choses comme ça, quoi. Voilà. Ok. Quel livre?
Alors les livres, c'est un livre qui est sur Amazon. C'est en fait toutes les techniques cachées de l'ex-URSS, où dedans il y a comment on dit? Bon, il parle un peu de méditation, cohérence cardiaque, mais il parle de télépathie. Il parle de faire bouger des objets un peu à distance, des choses comme ça. Mais surtout la télépathie. Voilà. Ok. T'as le nom du livre ou pas? Je l'ai là, je te le donnerai. Tu me l'enverras après, je le mettrai en Ouais, description de l'épisode. ouais. Ok, trop bien. Et ouais, qu'est-ce qui se passe quand tu fais justement ces voyages astro? Enfin, tu vis quoi? En fait, moi, le plus intéressant, c'est que je vole, en fait. Et ça, c'est incroyable parce que quand tu voles au-dessus de ton pâté de maison, tu vois des choses. Tu vois le toit de ta maison, quoi. Et après, pour être sûr, par exemple, si je vois certaines choses, pour être sûr que c'était pas un rêve, je vais voir physiquement. Et d'ailleurs, pour prouver que ça marche, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à un ami de mettre dans un coffre un texte ou une série de numéros, et en voyage astral, ils vont voir ce que c'est. Et le coffre est fermé. Et là, tu sais que la personne ne raconte pas des bêtises. Voilà. Mais moi, je trouve ça. J'en ai jamais parlé en podcast, hein, mais je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça fascinant ce que tu es en train de dire. Mais le voyage astral, t'en as entendu parler? J'en ai entendu parler, ouais. Ah, Mais là, je suis en train de. En fait, j'en ai entendu parler, mais alors, c'est marrant qu'on parle de ça parce il y a un an, presque tout pile. ouais. Là, je suis en Thaïlande en ce moment, et il y a un an, j'étais dans un camp de boxe où il y avait une personne, je ne saurais plus son nom ni son activité, mais bref, il était spécialisé dans les exercices de respiration. Et c'était la première fois de ma vie et l'unique fois de ma vie où j'ai fait vraiment une séance de respiration pendant 1 heure où voilà, tu apprends à respirer sur le rythme d'une musique avec ta bouche principalement et à gonfler ton ventre, à baisser, enfin, le comprimer. Et bon, moi, c'était ma seule expérience avec les exercices enfin, avec un encadrant sur les exercices de respiration. Mais ce que j'ai trouvé fou, c'est que il y a limite un état de transe dans lequel tu te sens par un moment. Et, euh, et voilà, quoi. On a fait ces exercices de respiration, donc c'était principalement de la ventilation, mais où par un moment on a coupé notre respiration. Et je sais pas, j'ai pas respiré pendant super longtemps et j'avais pas besoin d'oxygène, rien, j'avais besoin de rien. Et c'est limite comme si je me sentais un peu plané, ouais. Donc c'était assez particulier et c'est pour ça, toi qui as pu expérimenter ça, surtout pour ton sport, parce que j'imagine que ça, tu l'as mis en place pour la compétition, c'est pas que aujourd'hui dans ta vie, Oui, n'est-ce pas? oui. Non, mais Ouais. c'est un moyen de récupérer en 20 minutes aussi. Ah, c'est aussi pour la récupération? Ah, aussi, c'est génial pour la récupération. Et c'est génial aussi. euh, Moi, l'être humain se prend pour le centre de l'univers, en fait. Et quand tu vois que sur Terre, il y aurait moins de grains de sable que de planètes habitables dans l'univers, l'immensité de l'univers, tout ça, ça m'a toujours fasciné. Et je me suis dit, moi je suis rien, on n'est rien du tout. Même si tu as fait un D4, t'es rien du tout. Donc je me demande comment les gens arrivent à passer à côté de leur vie qu'ils ont ici, parce qu'il y a tellement de choses exceptionnelles à faire. Voilà. Mais après, j'ai pas peur de la mort. La mort, c'est l'âme hors. Voilà. Donc ton corps physique, il est là, il est inerte, mais ton corps astral, lui, il est parti. Il est parti. Et pour moi, la mort, c'est juste un problème pour la famille qui reste. Tu vois? Après, je suis pas pressé d'aller voir ce qu'il y a. J'ai envie, moi j'aime la vie aujourd'hui. J'aime ma vie. Ma femme, elle m'a soutenu pendant des années. J'ai 5 enfants qui sont exceptionnels. Si tu veux, je suis pas pressé du truc. Mais j'ai pas peur de ce qu'il y a après. À la rigueur, je pense que l'enfer, on y est déjà en fait. Je pense. Tellement quand tu vois comment sont les choses. Mais ça, c'est un avis personnel. Mais en fait, je suis certain que après, donc moi j'ai lu beaucoup dans tout ce qui est euh, les états de mort Éminente. imminente. J'ai lu beaucoup de choses comme ça, j'ai vu beaucoup de trucs. Je trouve ça fascinant.
Le gars, il tombe dans le coma et en fait, son âme se déplace et il voit sa femme et ses deux enfants en train de manger. Coupure de courant. Il leur dit, ouais, je t'ai dit, le disjoncteur, il est là-bas. Sa femme, elle répond pas, puisque c'est son âme qui est là-bas. Il sort du coma 15 jours plus tard. Sa femme, elle vient le voir. Il lui dit, mais je t'ai dit, le disjoncteur d'appuyer là. Mais elle lui dit, mais comment tu sais ça? Elle dit, ben je suis venu. Tu vois? Ou alors la personne, elle sort de son corps et à son réveil, quand elle sort du coma, elle dit, à côté là dans la salle là, ils ont bu du champagne, ils ont fait un pot de départ d'un médecin. Et il y a un anesthésiste qui a regroupé tout ça. Et c'est pas un cas, c'est plusieurs cas. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça fascinant et j'ai beaucoup étudié ça et je suis certain que, enfin je suis pas certain, là en ce moment j'entraîne une personne qui prépare des grandes compétitions. Mais dans ma méthode, j'utilise la cohérence cardiaque, j'utilise cette forme de méditation et on parle aussi de beaucoup de choses, un peu de l'au-delà et compagnie, quoi. Le fait, et dans notre petite vie, je trouve que ça la rend plus facile. Qu'est-ce qu'il y a après la mort pour toi? En fait, moi je pense que ici déjà, par exemple, une fois euh, j'étais en sortir du corps et je suis allé dans mon salon, c'était un champ et il y avait plein de vaches qui étaient mortes. Voilà. Donc je pense que déjà, nous on est sur trois dimensions. Je pense qu'en permanence, il y a une autre dimension en même temps pour nous. Et je pense qu'après la mort, il y a une autre vie dans une autre dimension qu'on peut même pas expliquer, qui est sous une autre forme en fait. Voilà. Donc notre âme, peut-être que l'âme, je pense que l'âme aussi, elle peut se réincarner dans un autre corps, je pense à ça. Et je pense que il y a certaines personnes, j'ai vu, qui font de la cohérence, qui font du voyage astral, qui arrivent à effacer le temps. Ils sont, c'est dur à comprendre, hein, dans le passé et dans le futur en même temps, Mhm. et l'espace aussi. Ils parlent de ça. Et ils ont tout en même temps en fait. Et ça, c'est très dur à expliquer. Et je pense qu'en fait, après la mort, on est tout. On est dans le tout. Voilà. Ok. Bah, de toute façon, le temps, c'est une création de l'homme, hein. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur, selon moi, de voir les choses, enfin, de revoir cette définition du temps. Parce que Ouais. c'est nous qui l'avons créé, enfin, c'est nous qui avons Tout créé à le fait. temps. C'est nous qui avons créé ce terme-là, ce Ouais. concept-là. C'est vrai. Exactement. Et c'est là où ça fait sens un peu avec tout ce dont on parle, en fait, depuis tout à l'heure, et des DK Ironman, tout ça, parce que, bah, toi, j'imagine que ouais, quand tu fais justement cette auto-hypnose, que si on en revient à voilà, cette idée de biaiser sa perception du temps, je sais pas, comment est-ce que tu te sens entre, si on fait, par exemple, si on regarde les différents jours, sur les 9 jours là, Ouais. comment est-ce que t'aurais pu faire le double? Bah, le double, il existe déjà. Il a Hmm. été fait. Mais au bout de 3 jours, c'est réglé, quoi. Ça peut durer autant de jours que tu veux, c'est pareil. Le problème, c'est les 3 premiers jours. Voilà. Mais après, c'est-à-dire que tu sais plus le jour qu'on est, tu sais plus quelle heure il est, et t'es vraiment un robot, quoi. Et t'es dissocié et ça se passe très bien. Les plus beaux rêves que j'ai fait, c'est pendant le DK et pendant les stages commando. Donc j'étais à l'armée, Mhm. mais alors vraiment des rêves sublimes, des trucs de fou. Et tu te réveilles, tu pleures, quoi. Hmm. Parce que tu te retrouves en enfer, quoi. Hmm. Tu te dis. Mais je me souviens, à Hawaï, j'ai fait un rêve, mais c'était magnifique, tu vois. Et en fait, j'avais lu que dans les camps de concentration, à Auschwitz, il y a certains rescapés qui disaient que les plus beaux rêves qu'ils ont fait, c'est dans les camps. Pour compenser, en fait, je pense. Est-ce que pour toi, faut souffrir nécessairement pour progresser ou pour grandir? Ça dépend. Mais je pense que euh, pour moi, la vraie distance, c'est l'Ironman.
en triathlon, moi je pense que de toute façon, si c'est pas le mot souffrir, c'est travailler. Il faut travailler. Si tu veux être le plus grand pianiste de tous les temps, il faut faire du 8 heures par jour. Si tu veux peindre, si tu le sport, enfin voilà, il y a un moment, faut y aller quoi. Donc souffrir, c'est vrai que c'est pas le mot, faut travailler. Et le travail, ça emmène. Le sport de haut niveau, c'est pas du sport santé. Tu vois, Coluche, il disait, le Tour de France, c'est des alcooliques qui regardent passer des drogués. Mais quand je vois le sport à la télé, les mecs qui bougent pas et qui gueulent devant sa télé, et en fait, euh, ils voient pas le travail qu'il y a, quoi. Et pour moi, maintenant, le sport, c'est devenu un peu comme dans Rome, dans la Rome antique, quoi. C'est du pain, des jeux et du sang. Et c'est à peu près pareil pour moi, maintenant. La Ça reine du t'a. football, Hmm. regarde, pendant qu'on parle du match Marseille-PSG, on parle pas des vrais problèmes. Ah, mais ça, je peux que te rejoindre là-dessus. C'est du divertissement C'est pour ça. cacher d'autres problèmes, quoi. Pour le peuple, ouais. Tu trouves que le sport, avec un grand S, a perdu certaines valeurs aujourd'hui? Non, mais les valeurs du sport, ça me fait rigoler. Alors ça me fait marrer. Ah ouais. Qu'est-ce que ça me fait rigoler, les valeurs du sport. C'est le sport de haut niveau. Les valeurs, c'est dans les bouquins et pour faire bien la télé, quoi. Mais je vois pas les. C'est comme, tu sais, les compétitions qui respectent l'environnement et tout ça. Tu sais, c'est quoi la meilleure compétition qui respecte l'environnement? Dis-moi. Celle qu'on fait pas. C'est celle que tu n'organises pas. Parce que là, si tu veux, la Terre, elle est faite pour accueillir entre 500 millions et 1 milliard d'êtres humains. On est 8 milliards. Donc tu peux mettre tout le monde à la voiture électrique et à tout ce que tu veux. La planète, euh, là je crois qu'on a déjà dépassé au mois de mai le jour Hmm. je sais plus comment on dit là. Je sais plus Donc le nom, mais. ouais ouais. Mais si tu veux le sport, les valeurs du sport, non. Non, j'y crois pas. T'y crois pas? Non, j'y crois pas, non, 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 non. Non, Tu parce as que jamais même. cru? Si, j'ai cru, ouais. J'ai cru jusqu'à ce que je sois dans l'ultra triathlon et que je voie la triche, le dopage et les coups bas dans notre petit niveau, quoi, tu vois. Et puis la politique en plus, dans les fédérations. Tu vois, l'argent, non, non, les valeurs du sport, j'y crois pas. Les, Et les, les- dis-moi, oui. Les valeurs du sport, oui, c'est tu pars le week-end avec tes enfants faire une promenade en forêt ou une balade en VTT. Voilà, là, ils y sont. Mais sinon, le sport de haut niveau, non, non, c'est bon. Bah, c'est le. Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est le monde dans lequel on vit, hein. Je suis pas aigri, hein. Non, non, mais je te rejoins sur beaucoup de choses. Je suis réaliste. Mais pour faire une Laure Manodou, on a déglingué combien de gamines? Moi, je les vois s'entraîner ici, là, en water polo et en natation synchronisée. Mais quand tu vois comment ils parlent aux gamins et tout, non, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et après, quand tu vois bah, les gymnastes, les petites chinoises et tout ça, à l'époque ou même pendant le mur, quand tu vois que le sport, c'est vraiment quelque chose d'idéologique. Tu vois, en Roumanie, en RDA, en Russie et compagnie. Donc voilà, le dopage en Allemagne de l'Est et compagnie, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de cinglé. Quand tu vois le PO dans le cyclisme dans les années 90. Maintenant, il y a des trucs pas clairs encore, tu vois. Mais qu'est-ce qui te donne aujourd'hui? Parce que bon, si on continue ton parcours, là aujourd'hui, t'as arrêté de faire de la compétition, si je me Hmm. trompe pas. Tu Ouais. entraînes? Ouais. Qu'est-ce qui te donne envie d'entraîner pour des personnes pour continuer à participer à ça, à ces jeux-là? C'est quoi la Moi, motivation que t'as si tu as cette vision-là? d'abord, il faut qu'avec la personne, euh, on s'entende bien déjà. Voilà. Si on s'entend bien, c'est bon. Ensuite, par exemple, moi une fois j'ai entraîné un gars,
mais j'ai vu qu'il n'était pas très clair, j'ai arrêté. Il n'était pas très net, j'ai arrêté. Voilà, je pense qu'il prenait des trucs. Donc, ma motivation, c'est en fait vraiment de donner toute mon expérience et de faire progresser les gens, mais d'une manière globale en fait. Moi, il n'y a pas que le sport, il y a tout ce qu'il y a autour. Et ce que j'aime bien chez les entrepreneurs, c'est que c'est des personnes qui ont un travail, une famille, qui font du sport. Et en fait, avec le recul, je me demande, enfin, c'est ça le bonheur. Je me dis, eh ben, j'aurais aimé être ça en fait. Parce que moi, si tu veux, ben, j'ai sacrifié beaucoup de choses un peu sur l'autel de l'ultra triathlon et et euh, et j'avais pas une vie forcément très équilibrée, c'est-à-dire que je démarrais souvent au quart de tour, au travail, des choses comme ça à l'armée. Donc avoir un peu une zénitude et vraiment un équilibre à tous les niveaux. Voilà. Ok. C'est ça c'est le sport qui t'a appris justement à te calmer, enfin à être quelqu'un de plus équilibré? Non, non, c'est la méditation et c'est le yoga. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout le développement personnel, beaucoup les lectures. C'est-à-dire vraiment, j'ai lu la Bible, j'ai lu la Bhagavad Gita. Là, je vais lire le Coran et je me suis fait une idée de qui on est, d'où on vient et ce qu'il y a après. Je me suis fait ma propre idée. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de relativiser sur plein de choses. Ouais. Vis-à-vis de la conversation qu'on est en train d'avoir, si tu devais recommander un livre par rapport au sujet dont on parle, bah, déjà à moi et puis aux personnes qui écoutent la conversation, ça serait lequel? La Bhagavad Gita, c'est agir ou non agir en fait. C'est ça en fait. Ok. Et moi, il y a beaucoup de textes comme ça sacrés où nous occidentaux, on va prendre les choses comme des légendes, mais en fait, moi, il y a certaines choses, pour moi, c'est pas des légendes. C'en est pas. Voilà. Bon bah Christophe, on arrive, c'est bientôt l'heure, tu vas te finir. Je pourrais continuer de parler avec toi longtemps, vraiment. Mais Ouais. si tu devais là, pour résumer un petit peu tout ce qu'on est en train de parler, ça t'a appris quoi toi de vraiment de traverser toutes ces périodes qui sont, bah, comme tu le disais un peu tout à l'heure, l'enfer sur Terre? Ouais. Ouais. Ça t'a appris quoi Ben, sur toi-même? ça m'a appris, moi, si tu veux, comme je t'ai dit, je suis pas tombé dans la drogue et l'alcool, je suis tombé dans le sport, et en fait, ça m'a appris euh, à ce que, en fait, la vie, le plus important, c'est pas la vie matérielle, la possession, mais c'est ce que tu as au fond de ton cœur et c'est ce que tu donnes aux gens. Voilà. Et être heureux, c'est ça, en fait. C'est vraiment les interactions que j'ai avec les personnes et vraiment euh, ne pas faire semblant et ne pas ouais ne pas vivre pour avoir plus que le voisin, ne pas vivre pour être plus fort, écraser l'autre juste pour être devant, mais c'est être simple et vivre la vie sainement et surtout zen, quoi. C'est ça en fait. Voilà. Bah merci beaucoup hein, pour ce partage. Franchement, j'ai enregistré des podcasts, que ce soit sur cette chaîne-là ou d'autres, et il y en a peu qui me procurent une émotion comme celle que je suis en train d'avoir actuellement. Ben, Donc merci. merci beaucoup. Merci. Ben, je pensais pas qu'on partirait Non, mais dans tout c'est ok. ça. Moi, je te dis, si j'ai été ouvert, je te dis, ce podcast de base Ouais, parle, enfin, c'est pour les personnes, les passionnés d'arts martiaux, de sport de combat, ouais. et je suis ouvert à parler avec tout le monde. Ouais, bah oui. Et je pense qu'il y a vraiment des ponts à faire entre plein de choses. Ouais. Et c'est génial qu'on ait pu parler de ce que tu fais, mais aussi d'autres sujets. C'est pour ça que je te remercie encore une fois. Bah merci à toi. Est-ce que tu veux, je sais pas, où est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui ont écouté cette conversation vers toi, vers ce que tu fais? C'est quoi je mettrai Bah, tout en description de toute façon, mais. le site internet c'est christopheyamas-coaching.com. Mhm. Christophe Yamas avec deux L à M-A-S, Yamas. Et après, moi je fais du coaching à distance. Et voilà. Et sinon, sur Amazon, en tapant Christophe Yamas, j'ai écrit cinq six livres.
Donc réussir durablement au triathlon, je ne prendrai pas de statine. Un protocole pourrait apprendre à courir pieds nus. Il y a Christophe Yamas, le goût de l'enfer. Et voilà. Donc moi j'essaye de faire partager un peu mon savoir, mes connaissances et ma façon de penser et d'aider les gens qui ont envie d'aller dans cette voie. Voilà. Bah, encore merci, Christophe. Merci beaucoup.